Il y a énormément de choses qui dépassent le rationnel. Il faut laisser parler les choses par elles-mêmes et se mettre en retrait. Mettre l'intellect en retrait, puis ouvrir simplement tous nos sens. Et je pense que l'enfant accepte tout ce qui vient. Et c'est pour ça que c'est important de bien se souvenir comment ce que percevait la nature à l'époque. J'ai passé des après-midi entières à faire de l'ornithologie, de la botanique, sortir en hiver par ces belles nuits étoilées avec un guide d'astronomie, une lampe de poche pour lire ce qu'il y a là-dedans, et puis observer les étoiles. C'était vraiment très puissant pour moi, un ressourcement. Je sentais qu'il y a des forces énormes là-dedans, qui sont encore devenues conscientes et réelles par la suite quand j'ai commencé à comprendre ce qu'il y a là-dedans, ce qu'il y a derrière. Cette astronomie, cette interaction entre l'astronomie et les plantes et les arbres, c'est d'une puissance énorme. Et on est juste en train de gratter à cette énorme merveille, à ce mystère incroyable. Un arbre, question chaque fois renversante, bouleversante, fondamentale. Il a des dimensions surhumaines, en fait, il nous dépasse à la fois dans l'espace, il nous dépasse dans le temps. L'arbre le plus vieux du monde, il y a plus de 5000 ans, donc il provient d'une époque qui pour nous était la préhistoire. Et il a traversé toute l'histoire et il est encore là vivant. Donc, quels sont ces êtres? C'est une magnifique question, on ne s'arrête pas d'essayer d'y trouver des réponses. Si on regarde comment fonctionne un arbre, on voit qu'il n'y a rien qui se passe au hasard. Tout est vraiment à la fois d'une complexité et d'une perfection bouleversante, renversante. C'est de la plus pure beauté, la beauté fonctionnelle. Par exemple, là, on voit à partir d'ici tout un rebord qui est resté en vie jusqu'ici, alors qu'il y a des années et des années que ce tronc a été abattu. Pourquoi est-ce que ça dure aussi longtemps? Alors là, la seule explication, c'est qu'une partie de cette grosse souche a des racines en connexion avec des voisins. Alors peut-être que c'est avec ce groupe de 3 sapins blancs là-bas, ces racines vont toujours très loin, peut-être avec celui qui est juste derrière ici. Et maintenant, on comprend que même une grande souche ainsi est intéressante parce que qu'est-ce qu'elle fait avec ses racines vivantes? Elle continue d'absorber de l'eau. Elle est alimentée par l'un des 2 voisins et en contrepartie, elle livre de l'eau qu'elle a activement absorbée dans le sol à ses grands bienfaiteurs. C'est vraiment des systèmes qui sont basés sur des amitiés, sur des sympathies ou des convergences de besoins ou des complémentarités. On soupçonne beaucoup d'intelligence dans ces systèmes. L'arbre a tous les attributs de l'intelligence, mais pour lui dire il est intelligent en tant qu'individu, c'est relativement difficile. Mais on a des méthodes maintenant pour approcher ça, on sait comment percevoir la manière de réagir des êtres, des individus. On sait mettre des électrodes sur les arbres comme on les met sur l'être humain pour faire des cardiogrammes, des électroencéphalogrammes. Et on se rend compte que ces arbres sont extrêmement sensibles. Alors ça ne m'étonnerait pas que, quelque part, les arbres perçoivent les hommes qui s'approchent d'eux, mais quelle forme d'intelligence, c'est à définir.
voilà où j'ai grandi. C'est un tout petit village du Jura vaudois. Et le Jura, c'est la partie vaudoise la plus boisée. Donc c'est un village qui était vraiment entouré à la fois de champs, de vergers et de forêts. On allait jouer, attraper des écrevisses. On allait les transporter dans l'autre ruisseau où il y avait des truites pour voir si elles pourraient y vivre aussi. Mon père était très intéressé par la pêche. Parfois c'était avec le permis, mais souvent c'était aussi vite en vitesse, en bordure de travail. De la pêche clandestine. Ça, c'est une forme d'initiation à la nature, mais une initiation très précieuse à faire des choses interdites. Et par la suite, je me suis rendu compte, si tu veux faire une chose intéressante, ne demande pas la permission. Et ça m'a permis ensuite de faire toutes mes recherches en chronobiologie lunaire, qui était absolument un thème non grata dans le monde scientifique et qui m'a permis de faire des vraies découvertes. Et ça m'a donné une force pour toute la vie, c'est d'être capable de tenir pendant des années, des dizaines d'années sur un sujet qui était considéré comme non existant. Et maintenant, on a vraiment réussi à ouvrir une brèche. On a découvert, par exemple, les marées physiologiques des arbres. Pour la première fois, on a pu montrer que des arbres, en conditions constantes, même lorsqu'on éteint le soleil, c'est-à-dire on les met en obscurité, continuent de pulser dans leur tronc, dans leur diamètre du tronc. Et ensemble, avec des chercheurs italiens et français, on a pu montrer que ces pulsations avaient lieu en phase avec les marées lunaires. Donc là, on pourrait parler de marées vertes dans les arbres. Ça dit quelque chose de très important, c'est qu'on ne peut plus penser le monde vivant comme étant uniquement centré sur la Terre, mais il est en même temps à l'écoute de l'univers. Le monde végétal est en connexion, est en échange avec tout un système complexe de rythmes d'origine astronomique. Donc il y a deux enracinements, un enracinement terrestre et un enracinement cosmique. Et ça, c'est un sacré message pour l'homme. On n'est plus perdu sur un grain de planète qui va finir n'importe comment, n'importe où, dans on ne sait pas combien de temps. On est enraciné dans autre chose. Comme les arbres. C'est dans le monde celtique que ce savoir d'interaction entre les plantes et l'astronomie et les planètes et la Lune avait été développé, mais d'une telle subtilité que la science moderne n'avait pas réussi à comprendre comment ça pourrait même fonctionner. Donc on taxait ça de superstition. Et ce thème ne m'a jamais abandonné. Ensuite, comme ingénieur forestier, je me suis rendu compte, mais chaque fois qu'on a des vieux forestiers avec lesquels on peut parler, ils parlent de la Lune avec leur influence sur la qualité du bois, selon quand on abat les arbres. Donc cette Lune, elle revient.
effectivement. C'est sensationnel. Magnifique. On sent le poids des années. Hein. Alors voilà, cette charpente du 18e. Effectivement, c'est Incroyable. cette charpente qui est monobloc. J'ai amené un échantillon. Et puis la tarière qui a servi Fabuleux. à faire les carottes, tu vois. C'est avec une tarière comme ça qu'on arrive à pénétrer dans le bois, dans la poutre. Et ça donne une carotte comme ceci. Tu vois, c'est assez grand, hein, c'est à peu près 1 centimètre de diamètre, sur lesquels on voit absolument tous les cernes. Hein. Et puis au bout, on a le dernier cerne de croissance, ce qui permet, grâce à la dendro, de dater exactement quand cet épicéa a été coupé. Qu'est-ce que tu appelles la dendro? Eh bien, la datation par les cernes de croissance des arbres. Et puis la surprise ici, c'est qu'en extrayant la carotte, je me suis aperçu que c'était du bois de lutherie. Donc, Génial. hein, Et cet arbre provenait d'un arbre. Alors, quand ils ont construit le bâtiment, ils sont tout simplement allés chercher les arbres ici. Certainement où il y a le pâturage maintenant, il y avait une forêt. Ils ont tout simplement abattu les arbres qu'il fallait pour construire la charpente. Et puis parmi ces arbres, il y a du bois de lutherie. Fabuleux. Donc là, si on voulait, avec ces poteaux, on ferait des violons du 18e, du début 18e, hein, puisque la date c'est 1726. Hein. Donc c'est tout à fait contemporain de Stradivarius, par exemple. Et regarde un peu cette charpente. Imagine là le nombre de pièces potentielles, parce que tu vois les arbalétriers, là, les poteaux jusqu'en haut, etc. Ça, je n'ai pas fait. Il y a certainement encore d'autres bois par là. Hein. Donc il y a un potentiel de bois tout à fait contemporain de Stradivarius. Tu vois, on est en 1726. Hein. Pour moi, c'est une personne à la sensibilité exacerbée. Moi, j'ai un côté plutôt cartésien par la dendro. Et lui, il a cette relation extraordinaire aux arbres, cette faculté de les comprendre, de comprendre leur vie, pourquoi ils sont là. Il appréhende les arbres d'une autre manière, tout en sachant parfaitement comment, bien sûr, ils fonctionnent, etc. Tu peux regarder les cernes, à quoi ça ressemble. Ouais, c'est fabuleux, tu vois chaque cellule individuelle ici remplie de poudre de craie. Ouais, pour les faire Le bois initial, c'est clair, beaucoup de blanc et là, Je pense qu'il est sur le mode des botanistes du siècle passé, ou même du siècle d'avant, où c'était des gens de terrain qui justement, je pense qu'il y avait au niveau sensation, au niveau relation aux plantes, aux arbres, etc., vraiment une autre approche. Quelque part, il est pas du bon siècle. Non, c'est très précieux que justement des scientifiques comme lui fonctionnent à notre époque. Virer le côté technique pour plus passer au ressenti. C'est moi qui fais la trace. C'est pas qui est la plus grande pointure. Hein. C'est vraiment une découverte récente que j'ai faite, c'est de tenir l'intellect en bride et le mettre un peu en recul volontairement. Et là, c'est ce que je pourrais appeler la pensée magique. C'est-à-dire, on s'approche d'un arbre en arrêtant de savoir tout ce qu'on sait. Et là, cette joie, elle est carrément palpable. Dans ces belles forêts jardinées, là on a des situations familiales, des familles d'arbres qui vivent ensemble, les arrière-grands-parents jusqu'aux tout petits. Et on exploite ces forêts. Regarde comme les bois se redressent.
C'est une gestion forestière où on prélève les arbres qui sont mûrs, mais pas tous. On laisse les patriarches. La suite est dynamique, les jeunes ont la joie de pousser. Il y a de l'entraide beaucoup plus que de la concurrence. Et ça dégage autre chose comme atmosphère. Le fût, là, c'est droit. Ouais. Il y a un petit peu de branche de ce côté-là, la couronne. La couronne à peine excentrée, oui. Après, il n'y a pas de risque particulier. Pas de nœuds, pas de branches d'un côté, Oui. quelques-uns de l'autre. C'est toujours important d'avoir une entaille précise dans ses angles, hein, comme elle est faite là. Très Parfait. propre. Ouais. Voilà, c'est une nouvelle vie qui va commencer ici. Alors en De tout savoir cas, ce qu'on va faire. on voit tout de suite que c'est pas un bois de plantation parce qu'il a poussé très très lentement tout au début. Son départ, oui. Très régulièrement, il a attendu peut-être une quinzaine d'années avant de vraiment pouvoir commencer à pousser plus vite en hauteur. Je pense qu'en moyenne, ce sera pas tout à fait une qualité bois de résonance. Ils sont quand même un peu trop larges. Mais c'est beau. Il y a un côté qui pourrait éventuellement donner ça. Il faudra voir après plus haut. Alors justement, c'est ça qu'on devra faire attention quand même avec le... C'est la croissance des cernes. Ça sera compliqué au niveau de la nature de gérer ça. Donc il faudra toujours mener les arbres avec exactement le dosage de lumière qu'il faut pour qu'ils aient juste ce qu'il faut pour s'accroître, mais régulièrement. C'est encore une fois pas la quantité, mais la qualité qui compte. Voilà, je vous amène à l'arbre président du coin. Magnifique, on le voit déjà. Vous voyez, on l'aperçoit. C'est haut. Voilà. Allez, regardez, cette fois, on l'a dans l'œil. là. Ouais. Ah, ce qui est beau toujours à voir, c'est l'envergure. L'envergure, sa grosseur. Et c'est le énorme, patriarche du coin. Ce qui est magnifique, c'est le plus haut d'Europe, puis en même temps, c'est une forêt gérée de manière absolument régulière, absolument fine, respectueuse. C'est génial. Celui-ci, on va C'est jamais peut-être pour le ça qu'il est bien. prendre. Ah ouais. J'en ai le torticolis. C'est d'une vitalité incroyable quand je vois ça, quand tu vois ça là derrière. Ouais. Celui-ci, c'est le champion de la hauteur. Là. On a un record. Là. Moi, je parie d'ici 10-15 ans qu'il va à 60. Hein. Il est à 57-50 maintenant. C'est intéressant de constater qu'un arbre qui a à peu près 270 ans continue à croître comme ça. Parce que si on prend le cas de certains épicéas ou de mélèzes dans les Alpes, alors c'est une croissance bien plus lente. Ouais.
Donc là, on reconnaît la dynamique du sapin. Il peut aller encore 1 ou 2 siècles tranquille. Sans problème. Sans problème. D'accord. Westy estime le volume à combien? C'est presque sacrilège de dire ça pour celui-ci, parce qu'on va jamais... On va se retenir de donner son volume. C'est un sacrilège de vouloir. C'est au bois. Ouais. Non, c'est un arbre de prestige, un président. Hein. C'est pas un arbre de pouvoir, c'est de prestige dans une forêt. Un arbre de protection. Protection. Ça, c'est un arbre qui a une valeur au niveau de son énergie. J'aime bien toucher les arbres, moi, comme ça. Ouais. Il nous dégage quelque chose. Il a un statut de président, de majesté. C'est son pouvoir de gouverner cette forêt en tant que patriarche. Et chaque fois qu'on vient dans une forêt où il y a un président, parce qu'il n'y en a pas partout, eh ben on vient vers lui pour voir ce qu'il va nous raconter, mais il ne va pas nous parler. Hein. Mais voilà, c'est le pouvoir d'un massif forestier. L'homme, face à ça, il se pose des questions sur sa propre vie, sur son propre destin, d'où il vient, qu'est-ce qu'il arrive s'il continue de fonctionner comme on est en train de fonctionner malheureusement, qu'est-ce qu'il faut changer dans notre fonctionnement. Ici, c'est tout un message qui nous relie aussi aux forêts anciennes, aux forêts traditionnelles d'autres continents. En Amazonie, par exemple, c'est le ceiba, c'est un arbre qui a un peu cette fonction aussi, et chaque communauté a son arbre protecteur, un arbre sacré, avec lequel on ne plaisante pas. C'est assez impressionnant, ces arbres-là. Plus j'entre dans cette compréhension de ces cycles végétaux, de ces interactions entre la vie animale, la vie végétale, plus j'ai l'impression de ne pas être limité à une toute petite vie. Je fais aussi partie d'un grand cycle qui va continuer, qui vient de très loin. Et c'est pour ça probablement que de réfléchir à l'histoire de l'humanité, à l'histoire de la Terre, ça nous parle parce qu'on était déjà là d'une certaine manière à l'époque. Ça, c'est une très belle histoire qui nous est racontée là. C'est à la fois un monde tropical, tel qu'on l'a tout autour de la Terre, dans toute sa richesse de plantes et d'animaux, la faune, et toute l'acoustique de cette forêt tropicale, toute cette vie intense qui vibre. Et là, on est vraiment au cœur vital de la Terre. Cette forêt tropicale dans laquelle on est immergé concerne le monde entier parce que plus on l'étudie, plus on se rend compte que tout est imbriqué, tout est en communication. Et on s'est même rendu compte que le chant des oiseaux, la vibration des insectes a un effet sur la croissance des plantes, sur la germination et la fertilité des plantes. Nous, on dépend de cette vie terrestre et la Terre dépend aussi de notre conscience de cet impact qu'on a sur elle. Et si on arrivait tous à réaliser à quel point on est aussi capable de changer les choses et de redonner aux forêts leur importance, redonner aux arbres l'importance qu'ils ont, les arbres n'attendent que ça et la nature réagit extrêmement vite. Il n'y a qu'à voir comment une forêt tropicale se constitue en quelques années. On a un paradis devant nous, il suffit de le vouloir.